qui concerne l'allaitement maternel. Coupez même le cordon avant de... Non, mettez l'enfant au sein avant même de couper le cordon. Ça, c'est exagéré, c'est pas possible. Dans l'heure qui suit, si l'enfant a une bonne adaptation extra-utérine, mettez l'enfant au sein, mais un enfant qui a une malformation anorectale fera une bonne adaptation à la vie extra-utérine. C'est quand on va l'alimenter que les problèmes vont apparaître. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. De plus en plus, bon, c'est vrai que d'une façon générale, comme le dit Diana, je pense qu'il y a beaucoup, même des pédiatres, on n'examine pas suffisamment les enfants. On a eu, je ne sais pas, il y a combien de temps, je ne sais pas si tu te souviens, un enfant qui avait une malformation anorectale, qui est venu dans un tableau de syndrome occlusif, un enfant qui a été alimenté, chez qui on n'avait pas regardé, on n'avait pas fait le diagnostic. Il n'était pas âgé un J2 de vie, hein. Il avait quelques jours de vie. Non, en fait, il avait quelques jours de vie. Moi, je pense qu'il faut juste entendre sur le principe de faire le bilan malformatif clinique complet devant toute malformation. Cet enfant, en fait, c'est un enfant qui nous avait été référé d'une autre structure, après J7 ou J5 de vie, pour une mare avec fistule, mais bon, une petite fistule qui indiquait une colostomie, et qui est arrivée, en fait, je pense, un jeudi après-midi et le lendemain matin directement au bloc. Et en réalité, bon, c'était quand même un cas particulier parce que cet enfant, a posteriori, s'est avéré avoir en plus une atrésie de l'œsophage. Mais bizarrement, c'est un enfant qui n'a jamais fait de détresse respiratoire. Même les anesthésistes étaient... Pour vous dire en fait, on décrit des types de descriptions surprenantes. Parce qu'on ne peut pas imaginer un enfant qui a une atrésie de l'œsophage, qui ne fait pas de détresse respiratoire, qui ne fait pas d'hypersalivation. Il n'en a pas fait, bizarrement. Et c'est le lendemain, c'est-à-dire qu'il est allé presque directement à son arrivée au bloc pour la colostomie. Ils l'ont descendu le samedi. Et donc, ils nous ont dit dès que le méconium sort, dès que la colostomie produit, en fait, il faut l'alimenter. Et c'est en replaçant la sonde pour l'alimenter qu'on s'est rendu compte que ça a buté. Et comme ça, on a fait une radio. Cet enfant, en plus d'avoir la mare, avait un bactère, en fait. Exactement, c'était un bactère. Mais bon, quand même une forme surprenante parce que, comme je dis, il n'a pas présenté de détresse ni d'hypersalivation. C'est vraiment en plaçant la sonde qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une atrésie de l'œsophage qui était associée. Donc, vraiment avoir l'habitude, dès qu'il y a une petite malformation, même si c'est un doigt surnuméraire, quoi que ce soit, faire un examen clinique vraiment exhaustif pour éviter de passer à côté de ces malformations qui sont a priori visibles à l'examen clinique. Effectivement. Ok. Merci. Idrissa? Docteur Bass, je pense qu'il est connecté. Oui, bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. C'est un cours qui a été très bien fouillé, mais comme vous avez dit, ça a été assez rapide. Je rejoins Diana dans ce qu'il dit aussi par rapport au diagnostic. Je pense que pour des cours comme ça, il faut plus insister en fait sur l'aspect diagnostic clinique. Je pense que ça, c'est ça qui aide le plus, mais sinon, la littérature, on en trouvera toujours. L'autre chose, c'est un problème de systématisation dans le plan. Je voulais attirer votre attention par rapport à ça parce que on dirait au début un plan type de description, c'est-à-dire un plan signe diagnostic traitement. Après, on voit diagnostic. Après, c'est forme anatomoclinique qui sort après diagnostic. Donc, il faut revoir ça. Hein. C'est soit vous prenez un plan type de description, ce qui me semble compliqué pour une leçon comme ça. C'est compliqué. Ouais, parce que vous avez mis type de description, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, je pense que j'avais noté ça ici. La forme intermédiaire. Je pense qu'on l'avait proposé avec fistule. quelque chose. Ouais, il a mis forme intermédiaire avec. Il a mis forme intermédiaire avec fistule rectobulbaire. Je pense que c'est ça que vous avez pris comme type de description. Et comme ça, moi, je pense qu'on ne s'en sort pas avec comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui vont se retrouver dedans. Si vous prenez les formes intermédiaires, et en plus, c'est les formes les plus difficiles à prendre en charge en général. Voilà, c'est ça. Vous avez mis MAR intermédiaire. Et puis le pire, c'est que vous l'avez mis dans le diagnostic. En fait, c'est les formes hautes ou intermédiaires qui sont peut-être qu'il a dû mettre ensemble. Ou bien parce qu'il a mis MAR intermédiaire isolé avec fistule rectobulbaire comme type de description. Bon, je pense qu'il y a une confusion. Non, je pense qu'il ne faut pas mettre de type de description. Je pense qu'il faut aller directement sur le diagnostic, les éléments cliniques. Et puis, avec les formes anatomocliniques, qu'est-ce qu'on retrouve dans chaque forme. Je pense que ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ouais, je pense. Qui parle comme ça?
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. J'étais en train de regarder qu'est-ce qu'on leur avait proposé comme... C'est ce que le docteur Bass vient de dire. Hein. Je pense que c'est je peux essayer de voir ça rapidement. Je pense que j'ai le mail ici. C'est ça. En fait, c'est des généralités. C'est malformation anorectale. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est généralité. Ensuite, forme anatomo-clinique. Ensuite, diagnostic différentiel. Prise en charge, conclusion. C'est ça qu'on avait proposé. En fait, c'était un plan forme, je pense, forme clinique, quoi. Plutôt forme clinique, ouais. Comme vous avez dit, il fallait aller directement dans les formes cliniques. Donc, oui, je pense, et surtout, quand vous allez reprendre, tenez compte des remarques qui vous ont été faites. Wafa. Oui, d'accord. Donc, déjà, partez sur le principe de le faire sous forme de forme, mais surtout insister sur les aspects cliniques. Les aspects cliniques pour le diagnostic, les aspects cliniques dans la prise en charge, chez nous, en pédiatrie, qu'est-ce qu'on fait? Et une fois que ces enfants-là sont opérés et tout, qu'est-ce que nous, on fait en post-opératoire? Plutôt insister sur cela que sur les aspects chirurgicaux. C'est parce que ce sont ces aspects-là que nous allons prendre en charge, hein? N'est-ce pas? Donc, essayez d'insister sur ça. Par contre, je n'ai pas de documentation sur les malformations anorectales. Hein. Je pense qu'on peut vous chercher, je ne sais pas, si tu te portes volontaire pour le trouver. Oui, je peux voir avec Dior. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. Sur les malformations anorectales. Moi, j'avais quelques documents, mais je ne sais plus où est-ce que je les ai archivés. Mais je peux voir avec les chirurgiens. Docteur Dior, Anna. Docteur Dior, donc tu peux t'en charger. Non, parce que la dernière fois, c'est elle qui nous a fait la présentation pour les... Je pense que c'était les 7e année ou les... Non, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Mais en même temps, les 2e années, même si on a fini nos cours cette semaine, si Dr Dior est disponible pour vous faire la présentation, est-ce qu'on peut programmer ça? Dienaba? Je pense que ce serait bien. Oui, professeur, c'est une bonne idée. On peut faire ça. Si les 2e années, vous êtes d'accord, je peux voir avec Dr Dior. La semaine prochaine, on trouve juste 1 heure de temps pour nous connecter, pour qu'elle nous en parle, elle, en tant que chirurgienne. Hein? Oui, c'est une bonne idée. Le volet chirurgical. Mais comme j'oublie très vite, s'il te plaît. D'accord. Tu me rappelles ça ou tu coordonnes ça avec Dior et puis on envoie l'information à Yass. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je disais que sur les aspects cliniques, hein, comme disait, bon, là, par contre, je suis un peu embêtée comment il s'appelle encore? Dienaba dit qu'ils ont eu un cas de malformation alors qu'il y avait un anus avec un sphincter strié. Parce que je dis souvent aux jeunes, ne dites pas que j'ai vu un trou, dites-nous que j'ai vu un anus. Un anus, c'est un orifice avec un sphincter strié. Donc, il y a, bon, maintenant, après, si c'est des formes, si c'est une latérite rectale, bon, tu peux avoir un anus qui est normal et puis derrière l'anus, tu n'as rien du tout. Bon, ça, je pense que c'est des situations. Bon, moi, je n'ai jamais rencontré cela, mais au moins, ne serait-ce que regarder ça, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont arrivés en occlusion. Ce n'était pas un anus, c'était juste une fissure par laquelle les selles étaient émises, et du coup, ces enfants-là avaient été alimentés correctement. Donc, je pense qu'on a eu une bonne journée avec des présentations intéressantes. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui. Haki, je voulais juste ajouter, professeur. Oui, Idrissa. Je voulais juste ajouter que peut-être ce qui peut aider en pratique courante, c'est l'utilisation systématique du thermomètre pour prendre la température initiale du bébé.